Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Didier Leroux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre actualité, c'est que, en fait, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé publiquement, alors que vous avez été un acteur important de la vie calédonienne. C'est vrai. Alors, je ne vais pas rappeler toutes vos casquettes, mais vous avez été chef d'entreprise et président de la fédération patronale. Vous avez aussi été élu à la province sud et au Congrès. Fondateur et président de l'UNCT, une Nouvelle-Calédonie pour tous, l'un des membres fondateurs de l'Avenir Ensemble. Vous avez aussi été candidat à 2 reprises aux élections législatives. Vous êtes également un proche du Premier ministre François Bayrou, puisque vous avez été délégué régional du MODEM en Nouvelle-Calédonie. C'est résumé à peu près, j'ai oublié quelque chose? J'ai été membre du gouvernement aussi. Pardon, Oh, membre du gouvernement. C'est pas grave. Alors aujourd'hui, on peut dire que vous êtes retiré des affaires et de la politique. Depuis que vous n'avez plus de mandat, vous n'apparaissez plus dans les médias. Contrairement à d'autres. Je m'y attendais. Mais vous restez bien sûr un observateur attentif et engagé de la vie politique et économique calédonienne. Vous continuez à suivre tout ce qui se passe. Bien sûr. On ne peut pas vivre ici sans s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Alors justement, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est un an après les violences insurrectionnelles? Est-ce que c'est la situation politique ou la situation économique qui vous semble les plus inquiétantes, la plus préoccupante? Les deux. Donc je vais vous faire une réponse assez rapide là-dessus. Les deux. Alors le président de la République a convoqué un sommet à Paris à partir du 2 juillet pour essayer de sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? J'en attends pas grand-chose parce que pour que l'on puisse parler d'une paix ou d'une coexistence durable, je crois qu'il faut aujourd'hui que les responsables indépendantistes renoncent à l'idée d'une revanche. Or, c'est quand même le grand changement de la dialectique indépendantiste à laquelle on a assisté, c'est qu'aujourd'hui on parle plus d'émancipation, on parle de réappropriation des terres notamment, et on entend des discours du style quand vous êtes arrivé, on vous a rien demandé, mais maintenant on vient reprendre ce qui nous a été volé. Quand vous dites indépendantiste, vous mettez dans le même sac, si je puis dire, l'Union calédonienne et l'UNI, ou vous estimez qu'il y a aujourd'hui des différences? Oh, il y a des différences subtiles, mais enfin, je veux dire que quand il s'agit de discuter d'une manière sérieuse, généralement, on les retrouve tous les deux du même côté. En tout cas, quand il s'agit de voter. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un accord est possible et qu'un accord est souhaitable? On a beaucoup entendu le monde économique notamment mettre la pression sur les politiques en leur disant qu'il fallait absolument un accord pour permettre la relance. Alors, est-ce que selon vous, il faut cet accord? Écoutez, je pense qu'un accord ne sert à rien si on n'est pas certain qu'il soit respecté. Or, c'est pas un accord qui va empêcher un gamin de 14 ans de mettre le feu à une voiture. C'est pas un accord qui va empêcher une bande de jeunes en déshérence de caillasser des voitures. Donc, je crois qu'on a plusieurs problèmes et que ces problèmes-là ne se résoudront pas forcément par un accord. Les conditions ne sont pas réunies, selon vous, de toute façon, pour le trouver? Je viens de le dire, je veux dire qu'on ne peut pas imaginer construire un pays avec les gens qui cherchent à se venger de ceux avec qui on doit construire. Alors Manuel Valls a essayé de trouver une solution. Il est venu 3 fois depuis février. Il a tenu le fameux conclave de Deva qui s'est terminé sur un échec. Et il a un peu surpris tout le monde à l'origine en posant sur la table ce projet de souveraineté avec la France. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Le projet de souveraineté avec la France d'Emmanuel Valls, c'est le projet d'indépendance association de Pisani. Alors il a été légèrement revu et corrigé, on a changé les termes. De toute façon, on est assez spécialiste des changements de termes. Je veux dire que les habiletés rédactionnelles de l'accord de Nouméa ont utilisé un certain nombre de notions, un certain nombre de mots qui cachaient d'autres réalités. On s'en est aperçu un peu tard, notamment au sujet du corps électoral, au sujet de la souveraineté partagée ou d'autres choses comme ça. Donc je crois qu'effectivement, on est sorti un petit peu des choses faciles et classiques. Donc pour moi, Emmanuel Valls est arrivé ici avec un logiciel qui avait 40 ans de retard. Le FLNKS, je viens de le dire, a changé. C'est plus l'émancipation, c'est la réappropriation des terres notamment. Et d'autre part, Emmanuel Valls, avant de venir, il s'est entouré de mauvais conseillers. Et on peut dire aujourd'hui qu'il ne s'est entouré que d'indépendantistes.
Alors on ne peut pas dire que les négociations étaient équilibrées. Il n'y avait qu'un seul représentant, il y avait qu'un seul groupe qui représentait les non-indépendantistes, qui sont majoritaires dans le pays, et tous les autres, y compris Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien, étaient favorables à l'indépendance association. Et dans l'indépendance association, c'est surtout le mot indépendance qui compte. Oui, vous dites clairement qu'aujourd'hui, Calédonie Ensemble, que vous connaissez bien, et l'Éveil océanien sont aujourd'hui des partis indépendantistes. Eux, ils ne l'assument pas, en tout cas. Ils ne l'assument pas, mais je veux dire que dans les faits, quand ils disent qu'ils sont favorables au projet d'Emmanuel Valls, c'est qu'en fait, ils sont indépendantistes. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, il n'y a plus aujourd'hui d'ambiguïté. Ça permet d'éclairer et de clarifier la situation. Et puis, alors, il y a eu un autre problème aussi avec Emmanuel Valls, c'est qu'ils ont voulu commencer la négociation par le haut. Dans une négociation avec des syndicats et qui a plusieurs points de revendication, vous commencez par les plus faciles, vous commencez par le bas. Ça permet de décontracter la discussion. Chacun s'exprime, dit ce qu'il veut, on négocie, on arrive à se mettre d'accord sur les points de moindre importance. Et puis ensuite, il reste les points bloquants sur lesquels, là, on peut discuter longtemps. Mais l'ambiance n'est plus forcément la même. Là, on a un groupement indépendantiste qui arrive en disant « moi, je veux bien discuter, mais la sortie, ça doit obligatoirement être indépendante. » Et puis, les non-indépendantistes disent écoutez, il y a eu 3 référendums qui ont dit que les Calédoniens voulaient rester français, donc forcément, on ne peut discuter que de la permanence, si vous voulez, du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Comment voulez-vous que les gens, quand ils commencent une négociation comme ça, comment voulez-vous qu'ils soient capables de s'entendre et puis de passer à la suite? C'est absolument pas possible. Alors, par quoi fallait commencer, selon vous? Il fallait commencer par la pêche au picot. Il fallait commencer par les choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Quelle est la date d'ouverture? Quelle est la date de fermeture? La taille minimum des picots? Et puis, on remplit la besace comme ça. Et puis ensuite, on arrive à la fin. Et c'est là qu'on a besoin de garanties pour que tous les points... il y a la fiscalité, il y a la gouvernance, il y a l'éducation, il y a les programmes scolaires, il y a la santé, il y a la protection sociale. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses dont on peut parler avant d'arriver à indépendance ou pas indépendance. Alors on sent bien que de toute façon il y a une volonté de refaire un peu ce qui a été fait à Matignon, à Nouméa, de refaire le même schéma. On le sait, vous avez été un opposant à l'accord de Nouméa. Vous, avec le recul, vous regrettez rien? Alors, non, je ne regrette rien. Je suis sans doute passé pour un imbécile ou un empêcheur de tourner en rond à l'époque quand j'ai dit non à l'accord de Nouméa. Je n'occulte pas les résultats positifs de l'accord de Nouméa, les 30 ans de paix, le rééquilibrage, un certain nombre de choses qui ont eu lieu. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'accord de Nouméa contenait un certain nombre de pièges. Piège sur le corps électoral, piège sur les 3 référendums de sortie. On ne pouvait pas accepter 3 référendums, il fallait dire 3 fois non, mais si eux disaient une fois oui, ils avaient gagné. Non, c'était... franchement, on a pris les gens pour des imbéciles. Mais alors, il y a eu une chose qu'on n'a absolument pas vue dans l'accord de Nouméa, c'est que les campagnes de ces 3 référendums allaient creuser un fossé profond, très profond, dans l'opinion publique calédonienne et allait diviser les communautés. Et aujourd'hui, on hérite de ça. Alors, il y a d'autres choses. Je veux dire que les dispositions de l'accord de Nouméa, elles sont restées gravées dans le marbre, puisqu'on n'avait pas prévu de réunion régulière de révision et de rediscussion. On aurait dû prévoir ça parce que les équilibres de population allaient changer. Alors sur ce point, sur le point de la sortie, Emmanuel Macron a raison quand il dit que les référendums binaires, c'est pas adapté à la culture océanienne, à la culture mélanésienne, à la culture du Pacifique. Oui, il a complètement raison. À mon avis, il faut qu'on se mette d'accord. Et je vous ai expliqué par quoi on devait commencer. Je ne vais pas recommencer, mais je veux dire qu'il faut qu'on commence par se mettre d'accord. Et puis ça prendra du temps. On ne peut pas imaginer se mettre autour d'une table en disant il faut avoir fini mercredi prochain. Vous imaginiez que la sortie de l'accord serait aussi compliquée que celle-là? Quand vous y étiez opposé, c'était pour d'autres éléments constitutifs, mais vous avez pensé un moment qu'on n'arriverait pas à s'en défaire comme c'est le cas aujourd'hui? Non,
Non, très honnêtement, j'ai pensé que c'était là, qu'à partir du moment où ça avait été voté et accepté, il fallait faire avec. Et d'ailleurs, je l'ai respecté. Mais je pense qu'on a sans doute été un peu vite. Et surtout, il y avait on n'était pas habitué aux habiletés de langage et aux habiletés rédactionnelles qui ont présidé à la rédaction. Il y a eu, très objectivement, si on regarde les choses avec 30 ans de recul, il y a eu plein de pièges. Aujourd'hui, où en est la Nouvelle-Calédonie il y a vous disiez, il n'a pas les bons interlocuteurs, Manuel Valls, il y a des interlocuteurs indépendants uniquement. À Paris également, il est soutenu a priori par des gens qui suivent le dossier calédonien depuis 40 ans et qui risquent de refaire les mêmes erreurs que celles qui ont pu être faites. Alors, vous savez que moi, je suis un éternel optimiste. Aujourd'hui, alors que tout va mal, que le pays a été complètement détruit, je suis optimiste. Alors, je suis optimiste pour le long terme parce que je pense qu'il arrivera bien un moment où on sera obligé de s'entendre et de se refaire confiance et de parler avec ceux d'en face, ceux qui ont tout cassé. Cela dit, le long terme, c'est quand ça peut durer longtemps. Mais il y a quand même quelque chose qui est qu'on devrait suivre peut-être de façon plus attentive, c'est que le combat pour la Nouvelle-Calédonie française, maintenant, se livre sur deux fronts. Il y a un premier front qui est le front qu'on connaît depuis 30 ans, qui est le front entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, mais il y a un deuxième front qui se joue sur le plan international. La Chine, l'Azerbaïdjan, la Russie ont décidé de s'en prendre à la France et de la déstabiliser sur ses outre-mer. Dans ce jeu-là, la défense de la France est importante et elle dépasse le seul intérêt ou le seul périmètre de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on n'est plus seuls, nous les Calédoniens, à défendre la Nouvelle-Calédonie et à défendre la présence française. Parce que la Nouvelle-Calédonie n'est qu'un pion dans un combat qui consiste à combattre pour la grandeur de la France, pour son rayonnement, pour son rang dans le monde, en combattant les pays qui veulent déstabiliser ses outre-mer. Donc de ce point de vue-là, je suis assez, je dirais pas optimiste, mais je pense qu'on n'est plus aussi seul qu'avant. Et que notre combat pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pas uniquement un combat gentil canaque contre méchant blanc, c'est un combat pour la grandeur, pour la présence de la France, pour la grandeur de la France, pour le rayonnement de la France et pour le rang de la France dans le monde. Donc je pense qu'on devrait trouver en métropole des patriotes qui, même s'ils n'ont pas grand-chose à faire de la Nouvelle-Calédonie en tant que telle, sont concernés par la grandeur du pays. Alors on va vous dire qui sont ces patriotes. Il y a des personnalités que vous avez identifiées. Est-ce que le président de la République qui convoque ce sommet est l'un de ceux qui, à votre avis, et veut effectivement que la Calédonie reste dans la France? Et il y en a d'autres? Il semblerait, mais enfin, je veux dire effectivement, quand il annonce qu'il veut un axe Indo-Pacifique, s'il regarde la carte, dans l'axe Indo-Pacifique, il y a la Nouvelle-Calédonie qui est au beau milieu. Donc, ça serait un peu bête de sa part d'annoncer à grands frais un axe Indo-Pacifique et d'être le premier à larguer la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, en même temps, comme il dit, il peut très bien faire autre chose ou virer de bord. Donc, mais pour l'instant, je suis plutôt favorable. Et il y a d'autres partis politiques, à votre avis, qui aujourd'hui en métropole défendent effectivement le maintien de la Calédonie dans la France? Oui, il y a d'abord les Républicains avec M. Retailleau, qui semble être tout à fait convaincu de la nécessité de maintenir la présence française dans la Nouvelle-Calédonie. Il y a le Rassemblement national, il y a la reconquête d'Éric Zemmour et Sarah Knafou, qui, entre parenthèses, dit des choses remarquables. Je veux dire que quand elle fait la litanie des économies à faire, moi je suis absolument stupéfait de tout ce qu'on pourrait trouver comme gisement d'économie dans le budget national, en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ici? Bon. Vous qui avez été, je le disais, un proche de François Bayrou et un délégué du MoDem, ça veut dire que vous avez aussi évolué vous-même dans vos positionnements nationaux? Écoutez,
François Bayrou, on n'a pas l'impression qu'il ait grand-chose à faire de la Nouvelle-Calédonie, malgré le fait qu'il soit Premier ministre. Peut-être que je me trompe, je souhaite que... Mais je mettrais un bémol parce que son conseiller, le conseiller qu'il avait envoyé avec Emmanuel Valls, semblait être plus radical. Éric Thiers. Éric Thiers, oui, semblait être plus radical qu'Emmanuel Valls lui-même en faveur de l'indépendance association. Donc, je mets un bémol à... Je ne sais pas s'il reflétait vraiment l'opinion de son patron François Bayrou ou si il s'était senti porté par l'ambiance qui régnait à ce moment-là. Le Rassemblement national, Marine Le Pen est venue aussi en Nouvelle-Calédonie il y a 3 semaines. Elle n'a pas été très bien reçue. Son discours apparemment est mal passé. Ça tient à quoi selon vous? C'est des maladresses qu'elle a faites ou... Oui, je pense que c'est... D'abord, elle a peut-être été mal conseillée, et puis ensuite, effectivement, je pense qu'elle a fait des... elle a tenu des maladresses. Je pense qu'aujourd'hui, très objectivement, bien malin, celui qui serait capable d'annoncer une solution. Donc, il faut des discussions. Et comme je l'ai dit, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord avant d'entamer les discussions sur les choses les plus difficiles et les plus délicates. Donc, annoncer un référendum pour dans 40 ans ou dans 35 ans, bon, ça rappelle Jacques Lafleur qui voulait un pacte cinquantenaire. Qui voulait un pacte cinquantenaire. Bon, le problème, très, très honnêtement, c'est que c'est difficile de faire confiance au FLNKS après les reniements sur l'accord de Nouméa et ses prises de position sur un certain nombre de points. Donc, je veux dire qu'il faut vraiment trouver des garanties pour qu'il respecte sa parole. Alors, vous nous le disiez au début, vous êtes préoccupé aussi par la situation économique. Et là, vous êtes un spécialiste, peut-on dire, puisque vous êtes chef d'entreprise, vous avez été... patron de... Ça s'appelait la Fédération patronale avant, hein, oui. l'ancêtre du MEDEF. Selon vous, comment est-ce qu'on peut trouver dans la situation actuelle où l'économie est complètement exsangue, comme on dit, elle s'est effondrée depuis le 13 mai, quels sont les moyens de permettre la relance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des priorités et comment on peut faire? Alors, je voudrais dire d'abord que je suis complètement solidaire des entreprises et des particuliers qui ont tout perdu à la suite des événements qui ont eu lieu. Maintenant, il faut quand même regarder devant soi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de changer les choses? La première chose, je crois, c'est de soutenir, lorsqu'on peut, de soutenir l'économie. Alors, ça peut choquer un certain nombre de gens, ce que je vais dire, mais je me souviens de l'avoir dit en 84-85, au moment des événements. J'ai dit, il faut soutenir l'économie. S'il y a des gens qui avaient des investissements à faire, il faut qu'ils les fassent. S'il y avait des gens qui devaient acheter un frigidaire, il faut qu'ils achètent leur frigidaire maintenant, qu'ils n'attendent pas. Idem pour les voitures, idem pour tous ceux qui ont les moyens de faire tourner l'économie, d'injecter de l'argent dans les circuits. Ensuite, et d'une manière plus générale, les choses ont beaucoup changé depuis 20 ans. Soit parce qu'il y a eu d'innombrables transferts de compétences, soit parce qu'on a laissé les services administratifs prendre la main et envahir un petit peu l'espace économique. Aujourd'hui, il faudrait supprimer la plupart des textes économiques qui freinent le développement, qui freinent l'investissement. Et il y en a plein. Quoi, par exemple? Quelles sont les mesures qui vous paraissent aujourd'hui devoir être abrogées? Aujourd'hui, par exemple, un truc qui est fier à Calédonie Ensemble, je parle de l'autorité de la concurrence. Elle coûte cher et elle impose aux entreprises qui veulent se structurer, qui veulent se rapprocher les unes des autres, etc., des formalités qui n'en finissent plus et qui coûtent cher. Je veux dire qu'on est aujourd'hui obligé de remplir des formulaires identiques pour plein de choses. Et puis si l'administration ne répond pas, c'est refusé. Il faudrait faire le contraire. C'est-à-dire que si l'administration ne répond pas aux demandes qui sont faites, elle devrait être considérée comme acceptée. Déjà, ça permettrait d'éliminer un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, les règles, je vous prends par exemple les règles d'étiquetage.
On demande à ce que la Nouvelle-Calédonie soit plus intégrée dans son environnement régional et qu'elle développe le commerce avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et on impose dans le même temps aux produits australiens, néo-zélandais, chinois, enfin tous ceux qui viennent de la zone, de répondre à des règles d'étiquetage qui imposent soit aux producteurs, soit aux importateurs de coller des étiquettes dessus. Bon. Quand vous avez un paquet avec une photo de nouilles, vous savez que c'est des nouilles à l'intérieur du paquet. Je veux dire, vous voyez, on se focalise sur un certain nombre de choses qui sont totalement inutiles. Donc il faut une grande simplification des règles. Une énorme simplification. Vous le dites, vous avez des interlocuteurs au sein du gouvernement, au sein du MEDEF pour faire passer ces messages. Vous avez l'impression que l'analyse que vous faites, elle est partagée globalement aujourd'hui? Je sais pas si elle est partagée, mais elle devrait l'être, en tout cas, parce que je trouve que ça me paraît indispensable. Et je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont peut-être peur de s'afficher aussi publiquement que je viens de le faire. Je veux dire, je vous ferai la liste des livres entiers du Code de commerce qui devraient être supprimés. Mais je vous parle de Code de commerce. On a transféré en Nouvelle-Calédonie le Code civil et le Code du commerce. Ça fait une dizaine d'années. Et on n'y a pratiquement pas touché. Alors qu'en France, ça n'a pas arrêté d'évoluer. Donc on va avoir une divergence de plus en plus grande. Et c'est des secteurs sur lesquels on n'est pas capable. Le code des assurances, on n'est pas capable de le gérer. On n'a pas les compétences pour ça. Et on a affaire à des ayatollahs au gouvernement, surtout dans les partis indépendantistes, qui disent on a le droit de transférer, alors il faut transférer. Allez, on transfère. Bon, on transfère, mais on en fait quoi? Il faut rétrocéder, selon vous, certaines des compétences qui ont été passées à mon avis, c'est évident. Puis il faut arrêter d'être dogmatique sur les choses. Je veux dire, c'est affreux. Il n'y a aucune raison de transférer pour transférer. Restons tels que nous sommes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut redevenir département ou qu'il faut devenir département. Mais enfin, je veux dire, on n'est peut-être pas obligé d'aller aussi loin dans un certain nombre de domaines. Le nickel, il est complètement à l'arrêt. Comment on en est arrivé là? On avait 3 usines. Alors, ben voilà un bon sujet. En 2004-2005, c'était l'époque où l'usine du Nord et l'usine du Sud se construisaient. La philosophie, c'était que il fallait transformer le minerai calédonien. Le minerai, quand je parle de minerai, je parle de la terre, hein, parce qu'il y a le minerai et la métallurgie, il y a les mines et la métallurgie. Donc la philosophie en 2004, c'était qu'il fallait transformer tout notre minerai en métal ou en produits métallurgiques parce que ça laissait plus de valeur ajoutée. Ça, c'était la philosophie. Donc, on a construit une usine du Nord. Ils ont fait quelques erreurs techniques, mais ce n'est pas de leur faute. Et puis, on a construit l'usine du Sud. En 20 ans, il y a eu un certain nombre de changements. Le prix de l'électricité a augmenté considérablement parce que le prix du charbon et de l'énergie ont augmenté. Les salaires ont continué leur progression. Et il se trouve qu'on a un prix de l'énergie qui est, je ne sais pas combien, 10 fois plus élevé que celui qu'on constate dans les pays concurrents qui ont une électricité qui vient de l'hydraulique. Et on a un prix de la main-d'œuvre qui est 10 fois plus élevé qu'en Indonésie, qui est aujourd'hui notre principal concurrent. Donc, aujourd'hui, les usines métallurgiques ne sont pas rentables. Quand on veut transformer du minerai calédonien en mat, en ferro-nickel, on perd de l'argent. En revanche, quand on exporte du minerai brut directement vers l'Indonésie, vers la Chine, vers la Corée, ou le Japon, vers les pays qui le transforment, on gagne de l'argent. On a toujours su faire ça. Au départ, c'était comme ça. On expédiait de la terre. Il y avait bien l'usine de la SLN, mais on expédiait de la terre à l'extérieur et on gagnait de l'argent. Et ça reste vrai. Sauf que y a des gens qui ont la responsabilité sur la réglementation du nickel,
qui sont restés sur le logiciel de 2004. Ils disent, ah ben non, 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 il ne faut pas exporter de minerai brut, C'est la fameuse doctrine nickel. il faut le transformer local. C'est la doctrine nickel, mais la doctrine nickel, elle était faite pour changer, elle doit évoluer, on n'est pas obligé de rester à la préhistoire tout le temps. Donc, aujourd'hui, on n'a pas évolué, on a des gens qui ne veulent pas qu'on exporte du minerai brut. C'est en train de changer un peu, j'espère que ça va changer. Mais avec ce minerai brut, on peut gagner de l'argent. Et avec l'argent qu'on gagne, on peut subventionner les entreprises déficitaires de manière qu'elles maintiennent les emplois. Donc, ça ne se fait pas pour les générations futures, ça se fait pour les générations de maintenant. Mais si on exportait du minerai, on pourrait donner les bénéfices qu'on tirerait de l'exportation de minerai brut aux usines métallurgiques et favoriser le maintien d'emplois. Donc voilà ma doctrine, c'est qu'il faut mélanger les deux. On continue la métallurgie et on exporte du minerai brut pour gagner de l'argent. Mais en attendant, faut redresser la filière, c'est indispensable. La Calédonie ne peut pas vivre sans nickel et sans usine de nickel. Il y avait un pacte nickel qui avait été proposé par l'État, il a été refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen, il y a une solution pour redresser la filière nickel? Alors, sans l'aide de l'État, non. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de tenir mes engagements, mais je trouve de ne pas tenir mes engagements, pardon. Mais je trouve que refuser le pacte nickel, ça a été complètement stupide. Pourquoi ? Parce qu'on nous proposait un prêt. Bon. Alors, il faut savoir que dans l'histoire de l'exploitation du nickel de la Nouvelle-Calédonie, quand on a décidé de supprimer la taxe au prélèvement de minerais, pour la remplacer par un impôt sur les sociétés minières et métallurgiques à 35%, les autorités calédoniennes ont pensé que ça n'allait pas compenser le montant de la taxe existante. Et donc ils ont négocié avec le gouvernement un prêt et un versement compensatoire. Je crois que c'est monté à 35 milliards. Et puis, les années passaient, jamais la Nouvelle-Calédonie n'a inscrit dans son budget le remboursement de cette taxe d'équilibre. Bon, si on regarde un peu ce qui s'est passé, on aurait pu faire la même chose avec la taxe nickel. On pouvait accepter le prêt et puis sans doute mettre un petit peu de temps à inscrire les remboursements dans le budget du territoire. Au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé avec nos 35 milliards ? Un beau jour, Bercy a dit, allez, je fais une croix dessus, je ne les reverrai jamais. Bon, donc c'était une subvention, mais au départ, elle ne s'appelait pas comme ça. Elle était subvention déguisée. Voilà. Sans l'aide de l'État, l'économie calédonienne ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Non. Et vous pensez que l'État va faire le geste qu'il faut? Pour l'instant, il subordonne cette aide à des réformes. C'est normal là aussi. Et il faut que l'économie calédonienne évolue pour... Il y a plein de choses à moderniser. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de la fiscalité, on parlait des règles du code du commerce, etc. Enfin, je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait plein de choses qui évoluent. Mais il faudrait que ça évolue dans le sens de la simplification. Parce qu'il faut redonner aux gens qui sont capables d'investir le goût d'entreprendre. Et plus vous compliquez les choses, plus vous mettez une fiscalité inquisitoriale, plus vous mettez des freins au développement, à la création d'entreprises, moins ça avance, c'est obligé. Donc on a besoin de retrouver, quand on est un chef d'entreprise et qu'on a envie d'investir ici, on a besoin de retrouver de l'air, un peu d'air. Je voudrais votre avis également, Didier Leroux, sur ces émeutes, ces violences insurrectionnelles, comme on les appelle, qui se sont produites il y a un an. La cause, selon vous, c'est quoi? On a beaucoup parlé d'un mal-être de la jeunesse, d'une partie de la jeunesse calédonienne. Selon vous, qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Vous avez été surpris? Comment vous l'avez vécu? Alors, et comment vous l'expliquez? Il se trouve que j'avais quitté le territoire le 11. Et donc, ça a explosé 2 jours après. C'est pas moi qui ai télécommandé, de loin. Oui, j'ai été surpris. J'ai été surpris par l'importance, j'ai été surpris par la violence, comme tout le monde. Un certain nombre de gens se sont organisés tout de suite pour défendre ce qui restait à défendre. L'origine, c'est quoi ? L'origine, c'est que je pense qu'il y a des gens au FLNKS qui trouvaient que le droit n'allait pas assez vite et qu'il fallait frapper un grand coup pour faire avancer la revendication indépendantiste. Mais ils ont utilisé une armée. Ils ont utilisé des jeunes qui
ayant échoué dans l'enseignement général, s'était retrouvé dans l'enseignement technique, ayant échoué dans l'enseignement technique, s'était retrouvé dans le cannabis et l'alcool dans la rue. Je crois que on n'a pas forcément bien pris la mesure de ça. L'éducation nationale ne veut pas entendre parler des gens qui sont sortis de la scolarité obligatoire. Or, si vous prenez les textes, l'éducation, la participation d'un jeune à l'éducation au sein d'un établissement scolaire, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ah, fort bien, me direz-vous, mais si la loi dit que c'est obligatoire, il doit y avoir des sanctions si jamais on ne le fait pas. Ben oui, il y a des sanctions. Il y a des sanctions parce que c'est un délit, mais ça s'applique aux parents. Or, les parents, ils ont déjà plus du tout d'autorité sur les jeunes qui sont dans la rue. Il faut donc trouver autre chose. Alors moi, je pense qu'on devrait se pencher sur des textes ou des solutions qui permettraient de prendre ces jeunes qui sont en infraction, puisqu'ils sont sortis du système éducatif obligatoire, et de les rassembler dans des centres plus ou moins fermés, dans lesquels on leur apprendrait à se comporter, dans lesquels on leur apprendrait éventuellement des rudiments de métier, et dans lesquels peut-être on les préparerait à devenir majeurs. Et la sanction qu'on pourrait leur imposer si jamais ils avaient quitté le système scolaire trop tôt, eh ben c'est que cet embrigadement, entre guillemets, dans des centres fermés, pourrait aller jusqu'à la majorité, jusqu'à 18 ans. Et là, on pourrait même leur faire cadeau, comme on a fait pour le RSMA. On pourrait faire en sorte qu'ils soient capables de passer leur permis de conduire, ce qui est une chose importante, parce que pour chercher un travail, avoir le permis, c'est quelque chose d'important. Alors, là, vous allez me dire, mais attends, t'es fou, ces jeunes-là, c'est eux qui ont tout cassé. Bon, oui, c'est vrai que c'est eux qui ont tout cassé, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des jeunes qui ont tout cassé, et puis il y a des jeunes qui n'ont pas tout cassé. Eh bien, il faut faire la distinction pour que l'on puisse repartir sur des bonnes bases. Il y a une partie de la jeunesse calédonienne encore qui peut être récupérée. Ben, c'est indispensable. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez en faire autrement? Vous voulez en faire quoi? C'est indispensable d'essayer de les récupérer. Et il faut faire un sous-RSMA ou je sais pas. Enfin, il faut trouver quelque chose, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. On peut se voiler la face et puis dire bon, ben, ceux-là, ils sont perdus pour la cause. Mais s'ils sont perdus pour la cause, on n'aura jamais la paix. Et On arrive bientôt au terme de cette interview. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes un incurable optimiste. Vous êtes vraiment confiant pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et de la Calédonie dans la France, puisque c'est votre engagement depuis des années. bah oui, si on ne fait pas de bêtises, si on s'en donne la peine, je suis confiant. Maintenant, le temps que ça mettra, le temps que mettra le pays, le temps que mettra la société calédonienne à se régulariser, à réapprendre à vivre ensemble, là, je n'ai pas d'idée. Ça peut mettre longtemps, ça peut mettre moins de temps. Ce qui est frappant, c'est que quand on va dans les îles, on s'aperçoit que les indépendantistes sont souvent pas d'accord avec ce qui s'est fait ici. Et donc il y a, je crois, une divergence qu'il faut peut-être mettre en avant et peut-être qu'il faut arriver à comprendre mieux les choses entre les gens qui sont dans les îles, qui sont plus... vous savez, moi j'étais, avant l'année dernière, j'étais partisan de ce vieux rêve calédonien de deux communautés ou de plusieurs communautés capables de vivre en paix ensemble et capables de travailler ensemble pour développer le pays. Ce rêve-là, il s'est fracassé un peu contre les réalités des événements de 2024. Mais même si il est amené à changer, il faudra quand même... on ne peut pas faire comme si la moitié de la population n'existait pas. Ni nous, ni eux. Donc, je l'ai souvent dit, il y était une époque où on voyait au RPCR beaucoup plus de Mélanésiens que maintenant. Peut-être que c'est peut-être pas terminé. Peut-être qu'on peut retrouver un semblant d'accord autour de valeurs qui nous rassemblent.
Et vous, à votre niveau, Didier Leroux, vous aimeriez jouer encore un rôle de conseiller, de boîte à idées, ou est-ce que vous contentez d'être un spectateur engagé? Non, je suis pas un spectateur engagé, je suis engagé tout court et si je peux aider, je le ferai volontiers. Maintenant, je suis à la recherche de rien du tout, je suis pas à la recherche d'un mandat, mais la caractéristique souvent des gens qui sont élus, c'est que à partir du moment où ils sont élus, ils n'ont plus besoin des conseils de personne. Donc, bon, dont acte. Mais peut-être que de temps en temps, ça fait du bien. Je suis content que vous m'ayez donné l'occasion de parler. Ça a été un peu rapide. J'ai peut-être pas pu développer suffisamment un certain nombre d'idées que j'ai, mais c'est vrai que je suis amené à réfléchir quand même. Je veux dire que je suis pas. J'ai pris une semi-retraite, mais comme je le dis souvent, la retraite c'est un vilain mot. Un cycliste qui arrête de rouler, il tombe. Et quand on a la chance, comme moi, d'aimer ce qu'on fait, ben, on n'a pas envie de prendre la retraite. Et donc, je suis régulièrement au bureau et j'ai l'intention de continuer à m'occuper et à diffuser ou à soumettre un certain nombre d'idées à un certain nombre de gens qui seraient capables de les faire prospérer. Voilà. Mais ce que je souhaite, c'est que cette Calédonie redevienne le pays qu'on a aimé, un pays où les gens vivent en paix, un pays où les gens sont capables de travailler ensemble, parce que c'est quand même un pays merveilleux. Eh ben Didier Leroux, merci en tout cas d'être venu nous faire part de vos réflexions. Et puis vous reviendrez puisque c'était trop court. Mais avec plaisir. Eh ben, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.